Il faudra acheter une télécommande. L'année prochaine. Donc, monsieur Pett, en premier pouvoir, présent. Monsieur Chabria, présent. Madame Chaumet, présente. Monsieur Corr, présent. Madame Cuvillier, présent. Monsieur Ruffin, présent. Monsieur Dominguez, donc qui était debout, présent. Monsieur Ducrot, présent. Monsieur Papon, je suis là. Monsieur Hilaire, présent. Madame Leblanc, présente. Monsieur Machet, présent. Madame Mathieu Alban, présente. Madame Molinier, présente. Madame Moulin-Chantal est absente, à donner le pouvoir à Madame Molinier. Monsieur Pétel, présent. Madame Pfeffer, présente. Madame Pinot Élodie, donc est absente. Monsieur Rovelard, présent. Ah oui. Madame Talon, présente. Madame Prince, elle est là. Monsieur Besser-Gérard, présent. Secrétaire ou secrétaire de séance. Josiane Leblanc. Bien. Alors je vous ai dit un mensonge ce soir. Ce ne sera pas dans la cave, ça sera dans la salle du chèque que nous aurons l'occasion de discuter ça. Parce que la cave est un petit peu humide. La cave est humide. Il pleut. Mais il y a que l'eau. Oui, mais on pourra s'asseoir, ça le chèque. Bien. Donc, budget 2019 avec. C'est vrai, mesdames, c'est vrai. C'est la retraite qui m'attire. Donc, le précédent conseil, y a-t-il des remarques particulières? Pas de remarques particulières adoptées. N'oubliez pas de le signer. Ceux qui sont en crisé ne le signent pas, c'est qu'ils étaient absents. Bien. C'est fait. Voilà. Donc, budget 2019 avec les taux d'imposition. On commence par les taux d'imposition. Non, ils n'y sont pas. Je précise qu'il y a un point qui a été rajouté, la subvention exceptionnelle pour. Exact. Et décidément, je vous remercie de votre assistance. Oui, un point qui est rajouté, c'est une subvention exceptionnelle à Cité-Watman dans le cadre de. Du centenaire d'organisation. Voilà, dans le cadre de l'organisation du centenaire. Donc, ce sera le dernier point. Avant les questions diverses. Donc, suivons. Si, non, oui. Non, je ne sais pas. D'accord. Bon. Alors, taux d'imposition, Monsieur Corr. Donc, les taux d'imposition 2018 étaient en taxe d'habitation 13,32, en foncier bâti 18,40 et en foncier non bâti 101%, 22. En commission finance, il a été décidé de ne pas bouger les taux d'imposition. Nous avons reçu les bases prévisionnelles cette semaine. Elle permettrait d'envisager une recette de 1 410 366 €, soit une augmentation d'environ pratiquement 50 000 € par rapport à l'an. Voilà, alors je suppose que le Conseil, si on ne lui dit pas d'augmenter les taxes, donnera un avis favorable, à moins qu'il veuille dépenser des sous supplémentaires en tant que, on va dire, citoyen de la commune. Et c'est eux qui vont pas être contents. Est-ce que, là, par rapport à ces taxes et taux, y a-t-il des remarques particulières? Le maintien de ces taux de l'année dernière? Pas de remarques particulières? Je suppose que, voilà. Tout le monde. Bon, je passe au vote par rapport à ces taux de 13,32 pour la taxe d'habitation, sur le foncier bâti de 18,40 et sur la taxe sur le foncier non bâti de 101,22. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Ça me semble très normal. Bien, alors, affectation des résultats, toujours M. Corr, adjoint aux finances, vu en commission des finances, qui va vous donc faire le compte administratif 2018. Donc, compte administratif 2018 représente les résultats suivants. En section de fonctionnement, un excédent de 657 347,83 €.
Et en section d'investissement, donc on prend le résultat des investissements reportés de l'an dernier de 340 260,05 €. On rajoute celui de 2018 de 327 878,76 €, ce qui nous fait un résultat d'investissement cumulé de 668 138,81 €. Voilà, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat, le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit être en priorité, il doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Il sera proposé aux membres du Conseil d'affecter le résultat comme suit. Résultat de fonctionnement, donc en recette d'investissement au compte 1068. Et puis, effectivement, le résultat d'investissement en investissement au compte 0,01. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions, pas d'interrogation. On passe donc au budget primitif. Ah oui, il y a du mal fait, madame. Y a-t-il donc... Attention, il y a peut-être les pads. Ouais, non, j'ai réservé ma place, mais pour plus tard. Alors, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Budget primitif, toujours monsieur Corps, adjoint finance. Dans le budget primitif, on l'avait vu donc en commission finance. Je vous avais dit que si nous avions reçu les dotations, on bougerait le budget. On n'a rien reçu. Donc, on l'a laissé tel quel. Voilà ce qu'il nous donne. Donc, on va voter par chapitre. Donc, en dépenses de fonctionnement, au chapitre 011, charges de caractère général, 789 784. Au chapitre 012, charges de personnel, 1 015 350 000 €. Au chapitre 65, haute charge de gestion courante, 285 011 €. Au chapitre 66, charges financières, 52 000 €. Et donc, au chapitre 023, vivement à la section d'investissement, 232 235. Au chapitre 042, immobilisation CD, dotation d'amortissement, 179 266 €. Ce qui nous donne un total de dépenses de fonctionnement de 2 553 646 €. On passe aux recettes de fonctionnement. Chapitre 002, excédent de fonctionnement reporté. Pardon, il n'y a rien, on n'est pas en budget ici. Au chapitre 013, atténuation de charges, 1500 €. Au chapitre 70, produits des services, 160 000 €. Chapitre 73, impôts et taxes, 1 602 250 €. Chapitre 74, dotation et participation, 656 000 €. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 120 000 €. Chapitre 76, produits financiers, 2 €. Chapitre 77, produits exceptionnels, 13 894 €. Donc, total des recettes de fonctionnement, 2 553 646, équilibré. On passe direct aux questions. Est-ce qu'il y a, pour le fonctionnement, est-ce qu'il y a des questions dans les dépenses et recettes par rapport au fonctionnement ou des choses qui ne sont pas, qui ne nous paraissent pas logiques? Non, pas de... On passe à la suite avant. Donc, les dépenses d'investissement. Chapitre 16, emprunt et dette, 231 000. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 42 760. Chapitre 204, subvention d'équipement versé, 167 088. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 405 131 €. Chapitre 23, immobilisation en cours, 1 919 620.
Le chapitre 27, haute immobilisation financière, 95 530. Ce qui nous donne un total de 2 861 129 euros. En recette, chapitre au 001, solde d'exécution d'investissement reporté, 668 138 euros et 80 centimes. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, 232 235. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 179 266. Chapitre 10, dotation, fonds et divers et réserves, 262 000. Chapitre 1068, dotation, fonds divers et réserves, 657 347 euros et 83 centimes. Chapitre 13, subvention d'investissement reçu, 518 611 euros et 60 centimes. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 343 529 euros et 76 centimes. Ce qui nous donne un total de 2 861 129 euros équilibré. Dépenses, recettes en investissement. Investissement. Les remarques. Pas de remarques particulières. On peut soumettre au vote. Bien. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Voilà, donc on poursuit vie associative, culturelle et sportive, subvention aux associations, Madame Pfeffer. Donc nous avons en commission associative fait des propositions pour la répartition de l'enveloppe qui est de 20 000 euros, une enveloppe qui est constante depuis des années. Donc on va rebalayer l'association par association. Donc les anciens combattants, 200 euros. Amicale des donneurs de sang, 200 euros. Amicale laïque, 2200 euros. Amis de Notre-Dame de Monton, 460. Les aînés de fil en aiguille, donc c'est l'association de l'EHPAD, 100 euros. Le basket, BCV, 460 euros. Chez Gain 63, donc c'est une nouvelle association qui s'est créée, une association de country, donc 100 euros. Le CAVS, 800 euros. Chorale de Monton, 500 euros. Club 22, 900 euros. COVM, 2800 euros. Le Cyberclub, 300 euros. Les Deux Rivières, 400 euros. Louvaison, 1600 euros. Notez Kansas, c'est donc votre association de country catalane. Ça fait toujours rire quand je dis ça. C'est donc 100 euros. Pétanque, 400 euros. Petit bout de verre, 200 euros. Siempre Art, 150 euros. Cité Patrimoine, 500 euros. Sauvegarde Église de Monton, 160 euros. Société de chasse, 500 euros. Société de pêche, 250 euros. Souvenir français, 100 euros. Sur le chemin de l'école, 110 euros. Le TCBM, 1600 euros. La TTB, 350 euros. Et le VMDT, 600 euros. Donc vous pouvez voir que dans la liste, il n'y a pas l'amicale des sapeurs-pompiers, puisque nous sommes dans l'attente avec la fusion. On n'est pas contre leur cette subvention, mais là, il y a des qui sont en train de réfléchir. Et il n'y a pas la bibliothèque Jean de Beaufort. On a rencontré la présidente hier et elle dit que pour l'instant, ils ont suffisamment d'argent qu'elle ne souhaitait pas qu'on lui reverse une subvention de fonctionnement. Et il n'y a pas non plus la prévention routière parce qu'ils n'interviennent plus à l'école. En fait, c'est Laurent Coat maintenant qui intervient directement à l'école. Donc, sur cette enveloppe de 20 000 euros, il reste 3 960 euros. Et c'est ce reste qui nous sert après à abonder les demandes éventuelles de subventions exceptionnelles. Voilà. Merci. Alors oui, effectivement, je précise par rapport aux pompiers, l'amicale, il y avait une subvention de la commune. Aujourd'hui, un certain nombre de pompiers sont répartis sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont allés à la caserne de Closa, un ou deux, ça dépend pour le moment, la personne n'est pas remontée, mais c'était le frère et la sœur qui sont allés à Closa.
un pompier qui a été à Saint-Clément-Talande et le reste sont allés, ceux qui restaient, ils ne sont pas nombreux, 5-6, sont allés au Mar de Vert où ils étaient affectés par rapport aux SDIS. Donc effectivement, les Mars de Vert, maintenant c'est la caserne de Coran, de Mirefleur, Vermonton et les Martres. À partir de là, c'est dans le cadre des interventions. Le SDIS, vous avez dû suivre dans les médias et dans la presse qu'il y a au niveau du SDIS pas mal de modifications et de regroupements de casernes, ce qui ne fait pas toujours comment dirais-je, la vie des maires qui n'est pas toujours très favorable, mais il y a aussi des choses qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement de moins en moins de pompiers volontaires sont regroupés, donc ce qui fait qu'ils ne peuvent plus assurer les permanences. Ça arrange peut-être le SDIS, mais ça ne nous arrange pas nous. Il y aura un problème de délai un jour ou l'autre, on verra. Je ne veux pas que tirer la poisse sur le sujet, mais ça m'inquiète quand même. Voilà. Donc, on a en cérémonie les afin de voir comment on allait répartir une dotation pour l'amicale des pompiers, parce qu'effectivement, j'estime que c'est volontaire et qui se consacrent en droit, au même titre, dans le cadre de leur manifestation extérieure, sachant que nos pompiers participeront à toutes les manifestations sur le plan local et qui se regroupent, par exemple le 14 juillet, le 11 novembre, ils vont se regrouper, on les aura. Donc c'est un geste que l'on pourra faire, mais avec une répartition bien déterminée entre les communes. Alors est-ce que ça sera, moi je dis n'importe quoi, un prorata, est-ce que ça sera, disons, en fonction du nombre de pompiers, etc. Donc on va en discuter, pour le moment on n'a pas abordé le sujet. Ensuite, Mme Pfeffer l'a très bien dit, la bibliothèque de Monton aujourd'hui n'a pas besoin de subventions parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'adhérents. On essaye de trouver une solution par rapport aux personnes qui s'en occupent. C'est surtout là le problème aussi. Là, les volontaires commencent à faire défaut. Donc, il faut trouver une solution. J'apprécie les associations, et on en a une ou deux chaque année qui nous dit cette année, moi, j'ai pas besoin de dotation. Je trouve que c'est bien. Donc, ce qui nous fait qu'on a toujours quelque chose de disponible, c'est une manifestation ou, disons, une demande particulière qui réponde à l'objectif de cette enveloppe constante et qui est après répartie en fonction de ceux qui participent à la commission avec des critères. Voilà. Moi, je rajouterai pas autre chose. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Monsieur le maire, moi, je voudrais rajouter, c'est pas du tout pour faire de la polémique, mais je vois qu'il y a une subvention de 160 € pour la sauvegarde de l'église de Monton, qui est quand même propriété de la commune. Oui. Alors, pourquoi pas? Moi, je voudrais signaler que la chapelle de Verre, donc, qui est certes n'est pas communale, on nous a obligé, une commission de sécurité, à modifier le portail d'entrée, la porte d'entrée, parce qu'elle ne faisait pas 98 cm une fois ouverte, pour passer avec le charbon. Alors, on l'a fait, ça nous a coûté 1 240 €. Ok. Je voudrais signaler que c'est la seule, de toutes les églises, de tout le secteur, c'est la seule qui est aux normes de sécurité. L'église de Monton n'y est pas, celle de Soulas n'y est pas, parce qu'il y a des escaliers, il faudrait des plans inclinés, etc. etc. Bon, c'est la seule, nous, qui on l'a fait. On n'a rien demandé, puisqu'on ne va pas refaire l'histoire depuis des années, comme vous nous aviez dit que c'était ok, mais... c'est pas moi qui vous l'ai dit. À l'époque, c'est M. Balladur qui vous l'a dit. Oui, bon, mais Balladur... Non, mais je cite le ministre qui nous avait envoyé là. Oui, mais comme par hasard, il y a un ministre de la Culture qui nous a donné 5 000 €, qui s'appelait M. Mitterrand, Frédéric. Alors, il faut qu'ils se mettent d'accord, ces gens-là. Mais enfin, on ne va pas faire la polémique. Ce que je veux dire, c'est que, bon, j'ai rien contre la sauvegarde de l'église de Monton, mais c'est la commune qui fait les travaux d'entretien. Oui. Il faut savoir que quand même, on a fait l'ABSID, et l'ABSID, ils ont participé quand même sur une grosse subvention. Voilà. Donc, 20 000 € quand même, c'est pas rien. Voilà. Donc, c'est un geste que l'on fait par rapport à l'association, mais il y a aussi du patrimoine intérieur qui est, disons, de valeur et qui aujourd'hui n'est pas mis. Mais la propriété, c'est la commune. C'est un fait. Sauvegarde de l'église. Alors, quelles sont les activités de cette association? Disons qu'ils font de la rénovation.
l'entretien, des choses comme ça, et c'est la collectivité. À ce moment-là, on ne vient pas nous chercher pour faire l'entretien. Ça nous évite de payer une femme de ménage. Voilà. Parce que alors, dans toutes les églises, c'est pareil, hein, monsieur. c'est pas. Alors là, ne dites pas une chose pareille, hein, c'est quelque chose de... Dans toutes les paroisses du diocèse, je peux vous dire qu'il n'y a C'est personne les paroissiens qui est qui font la rémunéré messe, pour qui faire font le le ménage. nettoyage. C'est bien de quoi je parle. Non, on l'entend comme ça, nous. Hein. Ah bah, Ah bah d'accord. oui, mais Dites que attendez. vous l'entendez Mais il ne faut comme ça. pas qu'il y ait des cas Vous trouvez particuliers. vous trouvez une personne à 160 € pour faire le ménage pendant l'année? Mais En principe, attendez, c'est les c'est paroissiens. qui fait les paroissiens? Allez au Martre, allez à Mirefleur, allez partout. Hein, c'est pas la commune qui subventionne les gens pour l'entretien de l'église. C'est du volontariat. Attendez, l'entretien de la carrière de l'église appartient à la paroisse. Alors, qui plus est, c'est que l'église de Monton, comme toutes celles autour de chez nous, ne sont pas aux normes de sécurité. Il y a la seule qui on a une dérogation. Oui, mais attendez, nous, enfin, on achète Toutes les églises ont une dérogation, heureusement. Toutes les églises ont une dérogation. Ben oui, mais attendez, c'est pas la peine de faire des lois si on ne fait rien pour les adapter. Vous savez, M. Chabriard, je peux faire tout le temps, en fait. Mais pourquoi on a obligé à une église de caractère privé? Pourquoi on nous a obligés? On l'a fait déjà quand on a fait les travaux. Vous savez bien. Quand on a fait les travaux déjà de restauration, il y a un peu plus de 10 ans, puisqu'on y a ça à faire 10 ans qu'on l'avait ouvert au culte, hein, on a fait venir la pave, on a tout respecté, et tout est aux normes de sécurité. Il y avait simplement ce problème, la porte d'entrée qui est chouette, hein, elle ne faisait pas 98 pour faire passer un fauteuil handicapé. Eh bien, on a demandé à M. Noton-Martre de nous rectifier le truc, de faire un côté plus large, ça nous coûte 1 240 €. Hein. Bon, ben, qui c'est qui a passé à la caisse? Bon. Et alors qu'on n'a jamais fait payer quelqu'un, quand il y a des obsèques, des mariages, des communions, etc., les gens viennent et l'église elle est ouverte à tout le monde. Hein. Alors, comme c'est privé, on pourrait faire payer à l'entrée. Moi, je vous dis, une subvention a été. Une subvention, ils nous ont fait une donation de 20 000 € pour refaire l'abside. C'est non négligeable. J'estime que c'est un geste par rapport à ça. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est le rôle de la commune d'entretenir ces bâtiments. C'est un fait, mais c'est ce qu'elle a fait aussi, elle a participé quand même, la commune. Oui, ok, mais... Et quand il y a encore le reste à faire et quand on voit le montant que ça peut Ah, coûter. mais tout à fait d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Et il y a 2 églises sur la commune, je ne parle pas de la chapelle, je parle de l'église de Soulan, l'église de Monton, et il faudra mettre la main au porte-monnaie d'ici quelques temps, ça c'est Il sûr. faut faire comme le maire de Saint-Chamond. Il y a 6 églises à Saint-Chamond. Le maire de Saint-Chamond, et vous pouvez vérifier, a fait faire un référendum dans la commune pour demander est-ce qu'on a besoin de 6 églises. Hein? Et bien à la suite du référendum qu'il a fait faire, il y a 2 églises qui seront vendues, démolies. Je crois que je vais oublier l'histoire, mais on ne va pas refaire l'histoire ce soir par rapport à ça. Il y a quand même eu des moments assez tendus par rapport à la chapelle que l'évêque avait décidé de vendre. Et nous, on a fait l'acquisition du terrain qui est devant. Oui. La chapelle ne s'est pas vendue puisqu'une association a voulu la maintenir. À partir de là, on n'est pas rentré dans le jeu de cette vente ou pas de cette vente. Voilà, si vous voulez, pour faire l'historique, je peux vous dire d'une, c'est que ça s'appelait le conseil de fabrique qui avait décidé. Le conseil de fabrique, il y avait des habitants, des gens de Monton, de Soulas, qui faisaient partie du conseil de fabrique de la commune, hein, et il n'y avait personne de la paroisse de Vers. Et c'est ces gens-là, je vous amènerai la délibération, c'est le conseil de fabrique dans laquelle siégeait, et son âme, entre autres, c'était Louis Guittard, et d'autres, hein, et qui avait pris la décision qu'on n'avait pas besoin de 3 églises dans la commune. Donc l'évêque, suivant le conseil de fabrique, a dit ben, il n'y en a pas besoin. Bon, et puis après, quand on est réagi, il a dit oui, après tout, c'est le seul argument qui a fait valoir, c'est de dire si toutefois on revient comme en 1905 et qu'il y ait à nouveau donc, des problèmes entre l'Église, l'Église et l'État, ça sera la seule, mis à part celle de Clermont, qui ont été construites après 1905, les églises à Clermont, un certain nombre, c'est la seule dans tout le sud du département
qui sera propriété de l'évêché et qui ne sera pas communal et qui éventuellement pourra ouvrir ses portes aux paroissiens si jamais il devait. Bon, de toute façon, le problème il sera vite réglé. La génération suivante, il n'y aura plus de paroissiens. Bien. Donc vous avez l'historique, je pourrais aller plus loin dans l'historique, mais ça, on ne va pas épiloguer. Moi je vous propose de maintenir ces 160 €. Je suis désolé par rapport à l'aide qu'ils nous ont fournie dans le cadre de la réhabilitation. Maintenant, s'il y a d'autres interventions, donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Alors moi j'ai une abstention pour le seul problème de la sauvegarde de l'église du monde. Oui. Bon. Je m'abstiens. Donc abstention pour le voilà. Y a-t-il des contre? 2 abstentions. Y a-t-il des contre? Adopté. Tarif spectacle Piazzolissimo. Oui, c'est une demande. Alors, je suis désolée que je n'ai pas réuni la commission de culture parce que c'était le seul point. C'est une demande qui m'est arrivée en direct du Quatuor des Volcans. Le Quatuor des Volcans l'a reçu 2 fois à Bermonton, une fois dans le cadre des automnales et une fois en direct. Et donc, ils ont un spectacle de musique classique argentine autour de l'œuvre du compositeur Astor Piazzolla. Donc au début, ils voulaient jouer dans la salle Harmonia. Je leur ai expliqué, mais pas du tout. Je vais attendre. Bon. Monsieur Chabrega, Astor Piazzolla. Voilà, donc ouais, donc écoute, c'est pas. Voilà, donc j'expliquais que le Quatuor des Volcans m'avait contacté, donc ils avaient envie de rejouer à Bermonton. Et donc ils ont un concert de musique classique autour de l'œuvre d'Astor Piazzolla, donc c'est la musique classique argentine. Et donc au départ, j'aurais dit non, la salle Harmonia va être en travaux. Ils m'ont dit on joue également dans des églises. Donc voilà, j'ai pris, je l'avoue toute seule, la décision de leur dire oui, donc ils jouent dans l'église de Menton. Donc c'est un concert qui se déroulera le 29 juin. Leur tarif est de l'ordre de mémoire de 1 250 €. Donc ce qu'on propose au niveau de l'entrée, c'est un peu ce qu'on avait fait pour les autres spectacles, qui sont également au niveau de 1 200 €. C'est 5 € par an et gratuit pour les moins de 16 ans. Voilà. Bien. Est-ce que ceci appelle des remarques? Pas de remarques. Donc pour ces 5 € adultes et gratuits pour les moins de 16 ans, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Convention de déversement des EU par la Société d'Espras Saint-Verny SAS. C'est donc la cave Saint-Verny. La cave Saint-Verny, c'est l'Imagrin et surtout la Société d'Espras. Donc maintenant, il y a un changement, on va dire, il y a un changement de propriétaire, pas de propriétaire, de dénomination. Merci. Donc une convention avait déjà été signée en 2015 avec cette société Célia Saint-Verny pour le déversement des eaux de résidus non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement. Mais cette convention n'a pas dit on vous autorise à vider simplement, mais il devait prendre et faire des travaux adaptés pour que ceci puisse se redéverser et être filtré et aller dans ce qu'on appelle les rases qui étaient dans le secteur. Il est vrai que les personnes qui résident dans le secteur avaient des fortes odeurs de vin le soir et c'était quand même pas très agréable. Et ensuite on retrouvait des résidus de raisin dans la rase. Donc des travaux ont été faits, on appelle ça un dégrilleur, c'est ça hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Un dégrilleur a été mis en place et les résidus se font maintenant filtrer par contre. Donc, comme il y a un changement de dénomination entre l'Imagrin par rapport à Desprag, il nous faut signer une nouvelle convention qui, bien sûr, comme d'habitude, d'accepter les conditions énoncées dans la convention permettant à la société Desprag SAS de déverser ses eaux résiduaires non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement, d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire pour l'exécution de la présente décision, que l'ensemble des dispositions ainsi adoptées annulent et remplacent toutes les modalités antérieures. C'est simplement le changement de... Voilà. J'avais entendu dire que les truites
était complètement ivre, elle faisait des orgies. Non, mais c'était des plutôt bas. C'est pour ça qu'elles étaient bonnes. Les effluves Tu veux de peut-être vin rajouter augmenter quelque la chose puisque c'est température. plus ou moins toi qui fais ça. J'arrivais comme ça. Depuis les tireuses. Oui, monsieur Pétel. Oui, je peux juste rajouter deux mots. La convention elle avait été signée en 2015 pour 6 ans, c'est-à-dire qu'elle courait jusqu'en 21. Comme on re-signe une convention, là on re-signe une convention de 6 ans. Donc ça pourrait donner l'impression que ce sera une convention qui va donc durer 10 ans et non pas 6 ans. Donc avant de donner l'accord du SNVA sur cette signature de nouvelle convention, j'ai bien fait attention qu'il y avait bien des révisions techniques et financières annuelles et qu'elles restaient en vigueur sur la durée de la convention. En d'autres termes, il ne s'agit pas de brider les contraintes techniques qu'on impose à la taxe Saint-Verny, ni de diminuer sa participation à la taxe industrielle des eaux usées. Merci de cette précision parce que c'est vrai que maintenant c'est dans votre compétence et chaque fois je l'oublie. Voilà. Est-ce que Si tu l'oublies, c'est que ça fonctionne bien. ouais. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres questions sur le sujet Non, pas d'autres questions. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions par rapport à signer cette convention? Non, pas d'abstention. Des contre? Adopté. Alors, acquisition à main de parcelle AB 386 délégation à l'EPF SMAS, je vais vous faire voir la parcelle, mais de toute façon, je vais la journée. Parce que. Ah ben, il faut que ça tourne. Où on fait tourner déjà? Attends, pas grave. Voilà. Pour ceux qui connaissent la porte, maintenant je vais vous faire voir où elle se situe. Oui, elle est vieille, mais je n'avais pas d'autres. Voilà, elle se situe, là voilà, elle est ici. Voilà, donc c'est le bâtiment de l'office et de la commune, puisque de toute façon c'est un bail amphithéotique. Le cabinet médical qui est ici, l'ascenseur pour le cabinet médical et les appartements. Monsieur Rodier, pour ne pas le citer, vend sa grange, il a estimé un prix, mais vous savez que quand on fait par l'acquisition par le PF SMAF, on est obligé de demander une estimation. Soit les domaines nous donnent cette estimation, soit ça peut être maintenant le PF SMAF qui est habilité puisqu'il y a eu des changements. Donc les domaines sont venus faire l'estimation, mais simplement qu'ils ne nous ont pas envoyé le document. Donc j'ajourne la demande, ou alors si l'estimation des domaines correspond à peu près à entre 10 et 15% par rapport au prix qui est demandé par M. Rodier, qui est de l'ordre de 33 500, si l'estimation varie entre 10 et 15%, est-ce que vous me donnez l'accord de signer cette estimation, cette vente? Monsieur, je crois qu'il faut préciser que ce n'est pas la propriété de M. Rodier. C'était la propriété de son épouse. Oui. Donc ça revient à ses enfants. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais moi j'ai pris le nom, Dans la rédaction donc, du procès verbal, il faudra... Oui, on ne cite pas de nom de toute façon. Non, mais ok. Voilà. Puisque c'est le PSMF qui va faire l'acquisition. Et alors on en fait quoi, nous? Alors, le but de cette cave, ce serait d'abord, il y a possibilité, je vais regarder, de rentrer des voitures. Alors, ce ne sera pas des grosses voitures, des gros 4x4. Il y a possibilité de faire un peu du stationnement. Mais, à mon avis, ce mur qui avait été autorisé, pardon, excusez-moi, je vois une faute, ce mur qui avait été autorisé à M. Rodier à l'époque pour séparer la propriété communale de sa propriété à lui, peut-être, disons, à ce niveau-là de l'escalier, démolir, démonter, puisque c'est simplement des parpaings qui sont posés au sol, et gagner des places de stationnement pour cet immeuble dans un premier temps, et de voir si on peut il y a des gens qui sont susceptibles de louer 2 places ou 3 places selon les voitures dans le Grand Monton. Ça nous allégera encore 1 ou 2 voitures.
ça nous allégera la voiture. Mais par contre, l'intérêt de ça, c'est d'avoir la totalité de la propriété et de ne pas avoir plusieurs propriétaires. D'ailleurs, on a eu la difficulté qu'a eu le bailleur pour justement crépir la partie basse, puisque le propriétaire de l'époque avait des difficultés. Donc c'est l'office qui a pris à sa charge le crépi, mais ça aurait pu, disons, mettre en difficulté le propriétaire. Donc c'est d'avoir la propriété globale de ce logement et de ce immeuble. Oui, je pense que ça facilitera aussi le stationnement pour les gens qui viennent au cabinet médical, parce que c'est vrai qu'on a prévu des places et que pour cigarer, c'est pas facile de rentrer dans la carrière, donc ça sera quand même quartier. D'accord. Donc, vous me donnez d'approuver l'acquisition de la parcelle AB386 dans les modalités que je vous ai présentées, c'est-à-dire que si par rapport aux estimations des domaines, on est dans les mêmes proportions entre 10 et 15%. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Convention de mise à disposition des parcelles AC 610-612. Pareil, je vous l'ai montré. Ça va vous parler tout de suite. Et pourquoi on fait cette mise à disposition, c'est ici. Voilà, dans un premier temps, pour vous rappeler où on est, c'est la salle des fêtes, avec son extension, le parvis de la salle des fêtes, le champ qui est derrière. La parcelle 612, c'est celle qui appartenait à la parcelle 610. Et donc 610, la commune est propriétaire et elle est payée dans son intégralité à l'EPF MAF. Et 612, donc c'est là où on va faire le bâtiment que je vais vous montrer aussi. Non, c'est pas ça. Ça L'avant-dernière, voilà, excusez-moi. Voilà, c'est dans la 612 où on va faire ce bâtiment où il va justement y avoir des climatisations, l'extension, le matériel, table et chaises, à même niveau que les salles. Donc cette parcelle-là, elle par contre, va nous être mise à disposition pour faire le travail, puisqu'on n'a pas le droit normalement de travailler dessus sans que le PSMAF nous ait donné son accord. La 610, elle est payée. Celle-ci a une durée un petit peu plus longue, puisque la 610 était pour faire du logement, que là, elle est faite pour des aménagements, du stationnement. Donc la durée de la vente est un petit peu plus, de l'achat, de l'acquisition un peu plus longue. Donc, dans le cadre de la convention, il nous restera certainement à payer une annuité ou deux annuités, merci. Donc, il nous restera 2 annuités à payer pour pouvoir faire, disons, le rachat. Mais ça sera dans un deuxième temps. Pour le moment, ils nous le mettent à disposition. Donc, c'est tout ce que je veux, c'est avoir l'autorisation de pouvoir signer avec le PSMAF cette mise à disposition. Est-ce que ceci appelle des questions? Pas de questions. Y a-t-il des abstentions pour cette mise à disposition 610, 612? Des abstentions, des contre? Adopté. Ensuite, valorisation patrimoniale et demande de financement leader. Tu veux dire le mot? Bon, alors le financement leader, vous savez que dans le cadre des mises en sécurité des grottes, on avait dans un premier temps, on a eu du leader dans un premier temps. Alors le leader a été très dur à obtenir, puisque c'est par l'intermédiaire du Grand Clermont. On pouvait prétendre à hauteur de 80%, ils ont disons, un retour un petit peu en arrière, on n'a eu que 62% de subventions sur la première phase de la sécurisation des grottes. Donc une deuxième phase de valorisation du site peut être envisagée. Donc cette inscription, c'est effectivement pour profiter dans le cadre du leader et surtout sur tout le territoire intercommunal du Val d'Allier. Attention. Donc par exemple, les Chers ne sont pas concernés par le Val d'Allier. Par contre, Aix-Allier-Comté est concerné par le Val d'Allier. Orsay est concerné par le Val d'Allier. La Roche-Blanche est concernée par le Val d'Allier. Et en descendant, donc il va y avoir une signalétique sur tous les monuments, les bâtiments spécifiques, avec une charte spécifique qui est en train de se mettre à jour. Et à partir de cette charte, on déploiera une communication, c'est-à-dire Mont-d'Anvers veut déployer une communication, c'est-à-dire le Grand Clermont veut déployer
une communication sur les sites, alors les tours, les églises classées, les grottes, la Vierge au Monton, que sais-je, toutes les tours de Choria, les tours de Vic-le-Comte, et ainsi de suite. Donc cette signalétique au niveau du leader, nous pouvons y prétendre. Donc il nous faut nous inscrire. Voilà. Donc il faut qu'un accord de principe, bien sûr, sur les deux projets précités de valorisation patrimoniale et touristique par rapport à cette identité, et de solliciter les financements leaders pour ces deux projets. Alors, comme c'est de solliciter, c'est simplement une délibération qui nous dit on va pouvoir prétendre à. Mais simplement, aujourd'hui, on ne peut pas savoir la part communale qui va être engagée. Si, par exemple, on obtient 80% de subvention, restera 20% par rapport à cette signalétique. Donc, c'est des montants qui seront assez dérisoires, puisque, de toute façon, on n'a pas moult, disons, monuments à orner de cette signalétique. Voilà, donc c'est simplement une décision de principe, oui. Je peux rajouter, donc là, dans un premier temps, c'est l'étude pour la valorisation des grottes, au niveau de l'interprétation tout au long des grottes. Et puis, au niveau de la Vierge, la tente d'orientation, je ne sais pas s'ils veulent la refaire ou pas. Mais ça, ils vont faire une étude pour savoir s'il en est. Donc là-dessus, sur cette étude, là c'est financé à 80%. Et ensuite, en projet 2, ce serait sur le cheminement doux à travers la commune. C'est-à-dire que ce serait un cheminement qui partirait des grottes, qui descendrait à Vers, qui remonterait sous l'As jusqu'au plateau de Coran. Et un autre cheminement qui partirait de Vers et qui rejoindrait le cheminement au bord de Vers qui va allonger dans le futur le long de la ligne, puisqu'ils veulent remonter du pont du château à Vic-le-Comte. À Brioude. Non, mais c'est vrai, c'est pont du ça château. Ça viendra même de plus loin. La Bouchie. Donc là, le fait de s'engager dans cette étude, après, bon, on verra les prochains verront comment ils procéderont, s'ils procèdent par tranche et autres, c'est les coûts et les financements qu'ils pourront avoir du leader. Mais voilà, le tout d'être dans le projet pour au moins figurer et voir ce que ça peut donner, ce qu'on peut faire, ce que ça peut coûter financièrement. Voilà, donc la signalétique, la mise en sécurité, les budgets de la voie verte, tout ça, ça fait partie de ce demande de leader qui aujourd'hui, si on ne s'inscrit pas, ce sont des fonds qui vont partir. Alors, dire qu'on aura satisfaction par rapport à nos demandes, on a eu satisfaction pour la mise en sécurité des grottes, maintenant voilà, on poursuit. Donc, c'est un accord principe. Très bien. Vous avez dit qu'il y aurait dans le projet, disons, du Grand Clermont, l'effort de Choria, etc. Ça, c'est la signalétique. Oui. Est-ce que, enfin bon, dans le même ordre d'idée, parce que c'est sur le même territoire, le Mont d'Anvers, est-ce que la falaise de la Roche-Noire est prévue là? Oui. Oui. Parce que ça, c'est. Si vous n'avez jamais été. Vous allez jusqu'à l'église à la Roche-Noire, vous traversez, il y a un petit parti, et vous levez le nez. Là, alors là. Ouais, il y a un sérieux souci de cette chose. Oui, il y a un projet leader sur la falaise. Oui, Ça, c'est un autre projet. C'est un autre projet. Oui, mais comme c'est notre communauté de communes. Oui, mais là, c'est. Après, le leader. C'est du tourisme. Le leader, c'est tourisme. Oui. Le leader, par exemple, vous prenez leader par un pays d'histoire, c'est pas du tout le même. Ils ont par exemple, ils ont abondé le budget pour la maison de la salle de Plauzat. Voilà. La salle polyvalente de Plauzat, qui est dans la communauté de communes d'histoire, a été abondée par leader à une hauteur, j'ose même pas vous le dire, parce qu'on aurait bien aimé avoir la même. Mais bon, ça c'est un. 80%. Pardon 80%. Oui, 80%. Accumulé sur toutes les subventions.
Mais non, mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Le Grand Clermont a fait un autre choix pour le Val d'Allier. Voilà, donc après, il faut s'inscrire. Mais c'est vrai que ça n'existait pas avant, le leader, c'est-à-dire ça n'existait pas sur notre territoire. Et c'est regrettable parce que les pays les parcs, je vais y arriver. Les parcs, voilà, on bénéficiait tous les deux de subventions leader et sur notre territoire on en bénéficiait jamais. Bon. Pourquoi? Parce que jamais personne n'a voulu monter ce projet et ces projets, et c'était parce que c'est quand même assez lourd. On y a passé quand même 2 ans avant de pouvoir bénéficier et d'inscrire quoi que ce soit dedans. Voilà. Pas d'autres interrogations. Bon, comme je vous ai dit, c'est donner un accord de principe sur les 2 projets précités, donc pour les projets de mise en sécurité des grottes, le budget provisionnel et puis la signalétique qui va être inscrite dedans. Et de solliciter les financements leaders dans ces 2 projets. Et de signer le meilleur document permettant de mettre en œuvre cette décision. Abstention, contre, adopté. Classement du site du plateau de Gergovie des sites Arvers, monsieur Besser, commissaire parfait. Oui, donc le projet de classement au titre des sites du plateau de Gergovie et des sites Arvers n'est pas nouveau puisqu'il a été initié en 2018 et il relie un petit peu à l'ordre 2008, pardon. Et il est remis disons, sur la table à l'ordre du jour vis-à-vis des autres sites qui sont à proximité de Gergovie. Donc cette étude a été faite sur la base de critères historiques et pittoresques en application de l'article L341-2 du Code de l'environnement. À cette époque, c'était Gergovie-Val d'Allier, et non pas encore le Mont d'Arverne, souhaitait développer une opération grand site autour du plateau de Gergovie. Donc la présence d'un site classé étant la condition préalable au lancement d'une telle démarche. L'État a débuté une étude préalable au classement dès 2008. Malgré une bonne adhésion locale, le projet n'a pas abouti sur le périmètre envisagé en 2012. Donc 2008-2012, l'État a des différences, des desiderata et autres qui ont fait que bon, ben, pendant 4 ans, ça a un peu bafouillé et ce projet est resté ensuite en sommeil jusqu'en 2015. Donc une série d'études et d'inspections ministérielles ont permis d'alimenter une nouvelle réflexion en 2016 et 2017. Afin de proposer un projet à la hauteur des enjeux de ce territoire de réflexion, ce nouveau projet est mis en œuvre par l'État en liaison étroite avec les collectivités locales concernées, soit 14 communes, 2 établissements publics des coopérations intercommunales, le département, la région et le Grand Clermont, auquel il faut rajouter, du fait du caractère agricole du territoire, la Chambre d'agriculture. L'objectif du classement est la conservation de 5 sites historiques remarquables regroupés sur un territoire restreint. Ces sites remarquables étant les oppidats de Gergovie, Coran et Gondole, ainsi que les 2 camps de César associés à la bataille de Gergovie. Ce patrimoine unique au niveau européen remplace dans un paysage tout aussi exceptionnel allant du Val d'Allier au relief inversé de Coran et Gergovie, offrant des points de vue privilégiés sur les principaux éléments géographiques structurants du département. Le projet vise aussi à préserver la qualité des vues situées dans l'espace interstitiel formé par les entités historiques. Donc, le classement a donc pour but de consacrer un site d'exception faisant partie du patrimoine national. L'objectif n'est pas de figer le territoire, mais de garantir la protection des éléments qui font sens en maintenant une dorsale historique et paysagère de qualité. Le périmètre du site classé proposé est basé sur les 5 sites historiques et leur écrin,
les plateaux de Gergovie et de Coran avec leurs coteaux, l'oppidum de Gondole avec les terrains agricoles voisins, et les camps de César avec les reliefs associés, Serre d'Orsay et promontoire du Petit Camp. Le périmètre inclut également les covisibilités non artificialisées entre chacun de ces sites. Ainsi, les reliefs du Cré, de Vermonton, des marques de verre et d'Orsay disposent de grandes surfaces agricoles ou foncières permettant de garantir des points de vue exceptionnels. La plaine agricole de Talande et de la Sauvetat est particulièrement exempte de bâtis diffus et participe à la mise en valeur de l'oppidum de Coron. En conséquence, le périmètre concerne, je l'ai déjà dit, 14 communes. Elles sont citées là pour une superficie totale de 4150 hectares, soit Romagnac, Pérignal-Sarliève, La Roche-Blanche, Orsay, Le Sambre, La Roche-Noire, les Marques de Verre, Vermonton, Coran, Oteza, La Sauvetat, Talande, Le Cré et Chanonne. L'objectif est de transmettre aux générations futures un site ayant conservé les caractéristiques qui ont motivé son classement. Chaque site classé est unique et doit faire l'objet d'une gestion adaptée en s'appuyant sur la réglementation nationale. La loi de référence du 2 mai 1930 pose le principe suivant: les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale. L'entretien normal du bâti et les travaux d'exploitation courante des fonds ruraux, agriculture, curage de foncier, débroussaillement, entretien et renouvellement de haies, gestion des chemins des pistes, la plupart des éclaircies forestières, etc., continuent sans modalité particulière, mais les travaux susceptibles de modifier l'aspect des lieux nécessitent donc une autorisation. Elle est délivrée au cas par cas, selon l'importance des travaux concernés, soit par le ministre chargé du site, soit par le préfet du département, lorsque l'autorisation concerne des travaux soumis à déclaration préalable dans le code de l'urbanisme ou des ouvrages de faible importance. La compétence est préfectorale. Dans tous les autres cas, et notamment en matière de permis de construire, d'aménager et de démolir, l'autorisation est délivrée par le ministre. Au vu de la typologie du site, surface importante en périphérie, la métropole clermontoise, intégrant des sièges d'exploitation agricole et des réseaux d'infrastructures de transport terrestre. Des orientations de gestion seront définies pour préciser les travaux pouvant être considérés comme de la gestion courante et ceux nécessitant des autorisations. Cette réflexion pourra s'inscrire dans un objectif plus large de démarche grand site de France après le classement, puisque le territoire rassemble toutes les caractéristiques pour les prétendants. Par ailleurs, 30 sujets font l'objet d'interdiction en site classé. La création de terrains de camping et de caravannage est interdite en site classé. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites. La présence des campings existants n'est pas remise en cause du fait du classement. La publicité et les préenseignes sont interdites en site classé. Si nécessaire, une signalétique directionnelle adaptée peut être installée. Les lignes nouvelles électriques et téléphoniques et aériennes sont interdites. Il est fait obligation d'enterrer les nouveaux réseaux. Les réseaux existants ne sont pas remis en cause du fait du classement. Enfin, le classement ne réglemente pas les usages et les activités diverses telles que sport, chasse, pêche, cueillette, circulation des personnes et des véhicules. Pour que ce projet de classement puisse être soumis à l'enquête publique au cours de l'année 2019 et que son instruction soit poursuivie au niveau départemental, Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et nationale, Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, Conseil d'État, il convient que chaque commune concernée délibère sur le principe du classement. Alors comment avons-nous été, disons, avertis de ce projet de site classé, appelé site classé de Gergovie? On a été averti par une carte représentant le périmètre, disons, le périmètre enveloppe des territoires touchés, et nous voyons qu'il y a une continuité, évidemment, entre les 5 sites qui ont été cités, Gondole, le Camp César,
l'opinion du Coran et je n'ai oublié peut-être Jargoui, le plus important. Celui qui avait déclenché l'histoire en 2010. Donc, on se rend compte de cette continuité et il y a également non seulement une continuité au point de vue du territoire, mais au point de vue. C'est-à-dire que de chacun des sites, on a vu sur les autres, ou une partie, et évidemment sur l'environnement des plaines, des plaines telles qu'il a été cité dans le texte. Donc, évidemment, pour être concret, on peut se poser, oui, mais qu'est-ce que ça va, disons, impacter pour nous habitants et surtout futurs habitants? Ça va rien impacter au point de vue de construction actuelle, puisqu'on peut remarquer que ce périmètre évite toutes les zones urbanisées, et donc tout ce qui est déjà construit n'est pas impacté, et on peut se poser la question évidemment sur les futures constructions, les futurs habitants de Vermonton ou de Mont-d'Arverne, disons en ce qui concerne les communes de cette EPCI qui sont comprises dans ce périmètre. Alors évidemment, il est bien cité les choses interdites, il y en a peu finalement, les choses interdites, les lignes qui doivent être enterrées, les terrains de camping qui sont autorisés, etc. C'est assez limité. Mais en fait, il faut se rendre compte que s'il y a peu de choses interdites, il est bien évident que les choses autorisées risquent d'être soumises à des réglementations assez sévères qui peuvent, disons, déranger, voire dégoûter les futures constructions. Donc il est bien évident qu'on a regardé en commission d'urbanisme avec soin le périmètre qui nous était proposé. Il n'était pas loin, disons, de notre PLU actuel, il n'était pas loin, disons, du cadastre avec ces zones urbanisées. On a fait quelques retouches, mais à la marge. Ces retouches ont été faites, disons, surtout en fonction des parcelles où la limite du projet, couper une parcelle en deux, bon, il est préférable quand même de l'agrandir et d'aller jusqu'aux limites de la parcelle. Également pour simplifier, disons, la compréhension du plan, essayer au maximum de suivre les chemins existants, parce que quand on regarde sur un cas, si on regarde un cadastre, même notre PLU, quand la différence entre nos zones, s'il n'y a pas quelque chose de fixe et de précis pour délimiter, il est difficile de mettre en parallèle ce qu'il y a sur le plan et ce qu'il y a sur le terrain. Quand il y a un chemin, même s'il n'est pas carrossable, pourvu qu'il soit encore visible, on sait que ça s'arrête ou de ce côté-là ou de ce côté-là du chemin, et on a tenu compte pour faire certaines modifications sur l'enveloppe qui nous était proposée. On peut le voir sur la carte, et sur la commune de Vermonton, bon, il y a peu d'éléments qui ont été rajoutés ou qui ont été enlevés. C'est ce qui est en vert. Oui, c'est ce qui est en vert. Oui. Ajout au périmètre pour tenir compte du relief et du cadastre. Et étant donné que c'est sur le dernier plan reçu, bon, ce sont des correctifs qui ont été acceptés par, par les instances qui réalisent ce plan-là. Il y a eu deux seuls refus qui ne sont pas sur notre commune. Il y en a un sur Pérignan-Insalier, refus qui est mentionné numéro 1, et un autre refus sur Orsay, numéro 2. Voilà. Donc, bon, quoi en dire, je vous l'ai dit, ce qui est interdit, bon, si on s'en tient à ce qui est interdit, oui, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. C'est même une bonne chose. Après, bon, il suffit de voir jusqu'où iront les conditions d'attribution des permis de construire qui seront demandés à l'intérieur de la zone. Ça ne se passera pas dans l'immédiat, parce qu'il n'y a aucune, disons, zone constructible de notre PLU qui est inclue
qui est inclus dans le projet, dans le périmètre. Il y en a aucune. Bon, il faut évidemment se projeter sur des extensions futures, bien que ces extensions-là seront de plus en plus difficiles, voire impossibles. Dans quelles conditions ça pourra être, disons, accepté, vu que la décision finale viendra de tout en haut, viendra du ministère. Les projets de construction, ne demandant qu'une autorisation d'urbanisme, une déclaration préalable, seront le fait du préfet. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Sur ce projet de site classé, oui, il n'y a pas de... Est-ce que tu sais s'il y a une instruction particulière du droit du sol, donc des permis de construire, sur le périmètre? En gros, qui est-ce qui les instruit, les permis de construire? Les permis de construire actuellement, bon, mais c'est toujours la mairie. Oui. Et c'est le maire qui signe? Oui. Dans le futur, ce serait si les travaux nécessitent une simple déclaration préalable, c'est la construction d'une piscine, un abri de jardin, une extension de moins de 20 mètres carrés de la maison, etc. Si ça demande, si c'est des travaux ou changement de la façade, de l'aspect, changement de la toiture, etc., ce sont des travaux qui ne nécessitent que des déclarations préalables. Ça sera inscrit par le préfet. Pas inscrit, dans aucun des cas, c'est inscrit par la commune, donc par le préfet. À partir du moment où ce sont des travaux qui nécessitent des permis de construire, c'est inscrit par le ministère. C'est la décentralisation à l'envers. Voilà. Ça sera en fait instruit dans la commission interministérielle, avec la déclaration départementale du territoire, avec avis, j'imagine, du ministère. Voilà. Il reste encore du personnel. Oui. Alors, à savoir que hier au soir, la communauté de communes était saisie parce qu'elle doit se prononcer aussi, puisqu'elle instruit en plus le PLUI, à voter donc, le classement, à savoir qu'il y a des communes qui se sont abstenues, ce sont celles qui ne sont pas concernées par ce classement, c'est compréhensible. Orsay, qui justement a eu un refus, a voté quand même le classement, mais a émis, alors c'est tout ou rien normalement, mais ils ont quand même émis de dire on est pour le classement, sauf pour cette parcelle-là qui n'est pas compréhensible. Donc voilà, sinon quoi dire plus, comme disait Gérard, c'est parti de Germovie dans le cadre du grand site de Germovie. À l'époque, c'est parti de Germovie, mais à l'époque, le classement du grand site de Germovie, mais il fallait d'abord passer par un classement. La DDT à l'époque a vite sauté sur la communauté de communes pour dire ben oui, on est intéressé, simplement que le périmètre n'était pas du tout celui-ci. C'est pour ça que ça a traîné en longueur et que ça en est arrivé après que ça a été repris. Et ça a traîné en longueur à cause de ça, c'est que le périmètre qui nous avait proposé les uns et les autres, on n'était pas d'accord parce que là, vraiment, on était mis sous cloche et on n'avait plus rien de possible. Donc c'est pour ça que la deuxième phase, et donc le dossier qui a été présenté, est un dossier beaucoup plus compréhensible, plus souple, et on a eu affaire à des gens de la DDT qui étaient performants et intéressants à écouter, et qui avaient la volonté de faire avancer les choses. Et donc c'est pour ça que l'État, c'est-à-dire le préfet, a retenu toutes les propositions, hormis les deux, Pérignat et Orsay, là où ça va discuter ou pas. Sinon, ça s'est voté dans le cadre du classement. Voilà. L'État a autorisé la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute à 75. Avant. Mais avant. Ah oui, mais c'était avant. C'était avant. C'était avant. Suis-je sauf? C'était l'ancien monde. Et puis on va mettre des véhicules pour le Monsieur le maire, j'ai participé lundi, toute la journée, à l'Assemblée générale d'une association sous l'égide de la Chambre d'agriculture. C'est les propriétaires de fermes, d'accueil à la ferme, etc. Et certains sont concernés parce qu'on a eu une intervention brillante de M. Morge du conseil départemental.
concernant, puis c'est un peu lui qui est le référent concernant la chaîne des puits Faye de Liman. Et donc, notre territoire est concerné par la chaîne des puits Faye de Liman. Alors, les questions qui ont été posées étaient intéressantes parce que, notamment, il y a le plateau de la Serre et il y a le plateau de Gergovie, qui sont des éléments typiques, donc inclus dans le but de la chaîne des puits. Alors, ça nous concerne aussi. Alors, est-ce qu'il y a une incidence, un rapport, etc. Est-ce que donc les gens qui s'occupent, qui pilotent l'opération sur la chaîne des puits Faye de Liman, est-ce que donc on rentre dans cette logique d'étude, de concertation? Sûrement. Et par contre, tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas, disons, il n'y aurait pas d'interdiction de construire sur les terrains qui sont actuellement constructifs parce qu'ils ont été sortis de la zone, mais je pense qu'on peut avoir quelques inquiétudes sur les zones A qui vont être, disons, impactées par ce périmètre. Les zones A, et non pas ANC, la zone ANC c'est une zone, disons, autant lui donner l'appellation N, c'est-à-dire zone verte, puisque ce sont des zones agricoles non constructives. Mais les zones A, et disons, elles sont assez nombreuses sur notre commune, dans le périmètre. Ces zones-là où les constructions sont autorisées à condition qu'elles soient pratiquées en exploitation agricole. Et là, évidemment, dépôt de permis de construire, etc. Et là, évidemment, bon, il risque d'y avoir une réglementation sévère et qui voudra que cette exploitation, quand on voit du plateau de Gergovie, il n'y a pas trop de hangars, que ces hangars soient faits comme ça, qu'ils soient pas si hauts, etc. Alors bon, si ça nous évite une porcherie ou un élevage de pintade, d'autruche, je ne sais pas quoi, c'est une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose, mais enfin bon, si c'est une ferme de céréaliers, une ferme de 1000 vaches. Oui. Non mais voilà. C'est là où ça risque de coincer et alors bon, on peut, disons, peut-être être rassuré quand on voit que la Chambre d'agriculture fait partie, disons, des éléments qui constituent la commission. Bon. La Chambre d'agriculture, elle va défendre ses mandats. Voilà, oui. Et d'ailleurs, M. Gorge, tu connais, donc, bon, lui, il a voté en touche. Il a dit, je ne peux pas rendre compte dans l'état actuel. Oui, oui. Non, mais je crois que quand même, je suis un peu la voix du diable, mais ce projet de protection des sites, alors effectivement, ça va entraîner des contraintes et des soucis peut-être, mais aussi on vit quand même dans des paysages qui sont intéressants, on a au niveau du tourisme des choses à faire valoir et à développer. Et je pense que ce genre de choses permettra aussi, et d'ailleurs également aux communes, pour qui des fois c'est pas facile de refuser un permis dans le grand bâtiment très très moche, soyons francs, c'est quand même, enfin pour moi c'est une protection. C'est vrai que je ne suis pas complètement naïve et que ça pourra aussi poser des soucis. Et il faut quand même voir pourquoi on fait ça. Et si on fait ça, c'est quand même, on a tous connu, je veux dire, des paysages magnifiques avec en plein milieu une espèce de bouse. Si on peut l'éviter, c'est quand même pas plus mal. Bien sûr. Tout à fait. De toute façon, c'est pour ça qu'on n'est pas contre le principe de ce périmètre-là. Et bon, on peut très bien la noter. Après, il ne faut pas évidemment pleurer en être battu. On peut se poser des questions, on peut avoir des inquiétudes, peut-être qu'elles ne sont pas. On n'est pas les seuls à avoir une commune classée. Et puis bon, pour le moment, on se pose encore des interrogations et nous n'avons pas de réponses qui nous sont données, mais ça va peut-être s'éclaircir d'ici l'enquête publique, parce que bon, ce projet-là va être soumis à l'enquête publique. Donc à ce moment-là, évidemment, nous, collectivités, on aura évidemment d'autres éléments à se mettre sous la dent, d'autres éléments de réflexion,
Et à ce moment-là, on fera valoir d'autres points de vue. Et les principaux intéressés, notamment les paysans qui ont des terres en zone A, eux aussi demanderont, j'espère, des éclaircissements et des précisions quant aux possibilités qu'ils auront de réaliser une exploitation. Parce qu'il faut, enfin, je peux en faire un cas personnel, mais donc la ferme où a eu lieu cette assemblée générale se trouve sur la commune de Saint-Nectaire, mais sur le haut de la commune, et on touche au Loir. La petite ferme, ils sont 8 associés sur 1300 hectares. Inutile de vous dire les bâtiments, comment ils sont faits. Qu'on soit attentif, là, je crois. C'est bien pour ça que moi je trouve qu'une réglementation sur les zones A par rapport au monde agricole est une bonne chose en soi, puisque M. Wallon, qui est dans l'Allemagne, a quelques problèmes avec des fermes qui se sont montées, qui se sont transformées en habitation quelque temps après. Parce que c'était la seule possibilité, pour avoir des permis de construire, c'est-à-dire on construit une ferme et on la transforme en habitation par la suite. Donc il y a une réglementation là-dessus, moi je trouve que c'est une bonne chose. Pour ça, là, par rapport à ce que tu disais aux zones A. Voilà, sinon. D'autres interventions? Oui, Madame Leblond, il ne faut pas avoir peur du diable. Il s'habille en panard. Il s'habille en panard. Bien, on mit ceci, si je peux passer au vote, s'il n'y a pas d'autres votes. Dans ce cas, y a-t-il pour ce classement donc d'approuver le principe de classement du site plateau de Javonie des sites arverts, d'approuver le périmètre proposé définissant les limites du site classé? Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Et nous allons redonner la parole à M. Besser pour le débat sur le PADB. On se donne combien de temps? 10 minutes, une demi-heure? 10 minutes. Tout à l'heure? Non, parce que... 10 minutes. Non, parce que vu l'importance du projet, bon, c'est vrai que... Oui, mais c'est important. Oui, donc par délibération 18-015 en date du 25 janvier 2018, Gondardère de communauté a prescrit l'élaboration de son PLUI. Donc le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, appelé PADD, des orientations d'aménagement et de programmation, OAP, et un règlement et des annexes. On retrouve exactement les mêmes pièces que l'on a dans nos PLU communaux, dans ce PLUI, sauf que, évidemment, ça se rapporte à un territoire un peu plus vaste. Donc, conformément aux engagements pris et consacrés en juin 2017, au travers de la charte de l'urbanisme, différents temps et partages et de travail ont été programmés avec les études. En juillet 2018, par la tenue d'ateliers potentiels financiers dans les communes. Là, j'arrête un moment pour faire une petite mise au point. En juillet 2018, la teneur de ces ateliers, c'était de répertorier le potentiel financier dans les communes, c'est-à-dire le potentiel foncier, pardon. Le potentiel foncier dans les communes, c'est-à-dire les terrains qui restaient encore à construire. Alors, soit les dents creuses, soit les terrains qui pouvaient être divisés. Donc, on a été conviés à la salle Harmonia autour d'une carte A0 sur lesquelles étaient mentionnées, avec des couleurs différentes, les parcelles à diviser et les parcelles à construire, ce qu'on appelle les dents creuses. Alors évidemment, on a fait un certain nombre de... disons, quel était le but de la manœuvre? C'était finalement de dire, lors de la révision du PLUI, si une commune demande des extensions à faire parce que bon, elle est un petit peu serrée aux entournures et qu'elle ne peut pas prétendre à l'augmentation de logements nouveaux et donc d'habitants qu'elle escompte, c'était pour lui dire, ben voilà, de toute façon, vous avez encore, c'est pas la peine de vouloir vous étendre, vous avez encore des possibilités, vous avez des terrains qui sont libres
de bonnes superficies, bien exposées. Donc commencer par essayer de faire construire ce terrain-là plutôt que de demander des extensions. Sauf que, évidemment, à cette époque-là, déjà, la carte qui nous était fournie, les 3/4 des dents creuses n'étaient plus creuses, et les 3/4 des terrains qui étaient partagés étaient soit déjà partagés, soit impartageables. Parce que trop pentus, parce que trop accidentés, parce que enclavés, mal desservis, etc., etc. Donc, évidemment, on a fait, modifier sur cette carte-là ces anomalies. Il y en avait une soixantaine, et c'était les 60 plus importants. Deuxième épisode de cette même histoire, elle s'est passée il y a une quinzaine de jours, au Mars, c'était toujours pareil, c'était la tenue d'un atelier pour le potentiel financier. Alors évidemment, j'y tiens, bon, ça c'est la présence de l'adjoint aux finances. Concernant me souffle le terme financier. Oui, donc, deuxième étape de cet atelier pour le potentiel financier. Donc, même principe qu'en juillet 2018, grand plan à zéro, et discuter, voir un petit peu quelles étaient les dents creuses, qui étaient encore creuses, et là, évidemment, grande surprise, la soixantaine d'observations qu'on avait fait en juillet, aucune trace, les dents creuses étaient toujours creuses, les terrains divisés qu'on avait trouvés indivisibles n'étaient toujours à diviser, etc., etc. Donc il y a eu un petit moment de flottement, un petit coup de calgon, voire même de franc scolaire. Et donc, on dit non, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. On se réunit en juillet, on demande des modifications sur la carte parce qu'on n'a pas ce potentiel de terrain à construire. Il est amputé au moins des 3/4. Et surtout, le grief qui était fait au bureau d'études, responsable, c'était qu'il travaillait sur des documents complètement, non actualisés, avec un cadastre qui datait de 3-4 ans, voire plus, quelquefois, etc. Voilà. Donc, évidemment, on a remis, on s'est remis au travail sur cette carte-là, et la plupart des parcelles, c'était déjà ce que l'on avait donné. Alors on attend le troisième épisode, en espérant que ce coup-ci, ces observations seront suivies de fait. Je ne suis pas certain. Donc ça c'était en juillet 2018, oui, donc on peut rajouter la ligne en janvier 2019, c'est tenu. Pareil, le deuxième atelier, potentiel pour déterminer le potentiel foncier dans les communes. Ensuite, le 15 novembre 2018, par la tenue d'un séminaire stratégie, 6 comités de pilotage à chaque étape, 3 conférences des maires à chaque phase. Donc le PADD du PLU intercommunal a été défini et présenté à l'occasion de la conférence des maires qui s'est tenue le 15 janvier 2019. Ce document est la traduction du projet de monde arboire en communauté et de ses communes membres pour organiser et développer le territoire. Il est une pièce indispensable et fondamentale du dossier de PLUI, dans la mesure où le règlement, le zonage et les orientations d'aménagement et de programmation devront être cohérentes avec son contenu. Le PADD est soumis à un débat qui a lieu dans les conseils municipaux et au sein de l'organe délibérant de la communauté de communes, au plus tard 2 mois avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Ça ne renseigne pas trop sur la date, parce que moi, je ne sais pas quand est-ce qu'est prévu l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Donc, pour trouver 2 mois avant, c'est assez difficile. Je crois qu'on est quand même dans les clous. Oui, largement. Voilà. Donc, par conséquent, le conseil municipal est invité à débattre des orientations générales du PADD de Montvernet communauté,
tel qu'exprimé dans le document d'études de Jouet. L'étude de Jouet, vous dit d'avoir une pièce de Jouet. Alors là, moi, je suis un peu perdu parce que moi, j'ai deux documents de travail. Sur l'un, il est marqué document de travail, 8 janvier 2019. Et sur l'autre, il est marqué document provisoire, janvier 2019. Et bon, il y a quelques changements entre les deux. Il y a eu des ratures, pas des paragraphes, mais quelques lignes changées, etc. Mais je ne sais pas, sur l'un c'est changé sur l'autre pas, sur l'autre on dit que ça va changer. Je ne sais pas sur quel document il faut travailler. Mais en fait, bon, c'est à la main. Parce que, donc, Mme Assiri a demandé un renseignement à Mondarvert, de savoir quel était le dernier. C'était sur le provisoire. C'était sur le provisoire. Donc, mais là, ils ont dû faire des copier-coller qui ne marchaient pas, parce qu'il y a des choses en rouge. Il y a des choses en rouge qui sont sur le premier G, qu'ils ont modifié, mais dans le sens inverse de ce qui était proposé. Il faudra que je leur demande des renseignements. Mais c'est à la main. C'est pas sur des paragraphes. La philosophie générale est respectée. Donc, par conséquent, le conseil municipal qualité des débat sur les orientations générales du PADD, le monde armé communauté, tel qu'exprimé dans le document d'études de Jouet, autour des 4 grands axes suivants: un territoire vécu et attractif, un territoire solidaire et connecté, un positionnement économique à comporter, un territoire durable et résilient. Voilà. Alors évidemment, on va reprendre chacun des points d'orientation un par un pour les regarder, et en débattre et voir si ça correspond finalement à nos objectifs. Pas de... Non? Pas de... Vous voulez pas... Ah non. En gros, le PLUI, c'est que le petit frère du SCOT, il n'y a rien de nouveau. Je pense que les paragraphes, les orientations, les différentes étapes, etc., c'est ni plus ni moins que le SCOT. On ne peut que approuver ce qui est dit dedans. C'est des bonnes choses. Vous voulez vous vivre chez vous, être amoureux de belles choses, etc. Moi, j'ai relevé quand même des détails. J'ai relevé 2 détails. J'espère que j'ai noté les pages. Là, je pense qu'à un endroit, ils ont eu. C'est pas pour être contre, en fait, ça m'étonne quand même qu'on trouve ça sur un PADD de Mondarvert communauté. Bien que après je me suis dit, ben oui, il y a quand même peut-être des communes de Mondarvert qui sont impactées, à savoir Pérignat, la Roche-Noire, etc. C'est une petite ligne qui est dans l'orientation 3, favoriser une mobilité interne et vers les pôles d'emploi plus durables. Donc inciter aux pratiques alternatives à la voiture individuelle. Il y a une petite phrase, moi, ça ne me gêne pas, mais ça me fait sourire. Discuter avec les partenaires du contournement routier de Pérignat sur Allier et Colombe d'Auvergne pour assurer des aménagements cohérents et sécurisés sur le territoire. C'est-à-dire que dans toutes les orientations qui sont proposées, on reste quand même dans le global, pas dans le vague, mais disons, c'est une philosophie d'ensemble. Là, il y a quelque chose de très précis. Oui, mais là, ça m'étonne un peu. Non, mais je peux te répondre par rapport à ça. C'est que la Roche-Noire est impactée. Oui, voilà. La Roche-Noire est impactée par rapport au nouveau pont, puisque le contournement de Pérignat et Salier se fera entre la Roche-Noire et Pérignat. Donc, la Roche-Noire est absolument, était contre ce contournement et ce pont. Il y avait une 3e possibilité départementale qui est de l'autre côté, donc un autre schéma.
Et la Roche-Noire voulait que ce schéma aille sur, justement, de l'autre côté de Cournon. Ouais. Et Mirefleur aussi, à l'époque, dans le cadre du SCOT, avait, disons, émis cette solution de troisième étude, je crois, qui était prévue. C'est pour ça qu'ils ont tenu certainement à le faire figurer dans le PMU. Ouais, parce que, oui, là, bon, il ne faut pas de remarques là-dessus. Parce que le projet Pont-Cournon impacte l'espace naturel sensible de l'école, et en plus, il me semble qu'il est aussi situé dans le périmètre de sauvegarde. Absolument. Une partie. Dont on vient de parler. Oui, mais il va sur Condol. Voilà. Donc il y a plusieurs hypothèses il y a plusieurs hypothèses de travail pour placer ce contournement-là. Et donc, il y a des hypothèses qui impactent, enfin, toutes les hypothèses impactent le territoire ou le territoire monarque. C'est pour ça que ça figure. Voilà. Bon, mais là, je pense que ça nécessite même une observation à faire. Par contre, il y a une liste qui me chagrine un petit peu parce que, par contre-coup, ça fait repenser à un épisode, disons, un peu douloureux du SCOT lors de l'élaboration de notre PMU. C'est dans l'axe 3, positionnement économique à remporter, sur les paragraphes maintenir la diversification des activités agricoles et forestières du territoire et promouvoir les pratiques durables. Bon, oui, on peut cadrer. Il y a une petite phrase aussi qui là me gêne, et je pense qu'il faut en faire, disons, il faut disons, demander la raison et des éclaircissements là-dessus, c'est favoriser la reconquête agricole des coteaux enfrichés pour la production locale. Favoriser la reconquête agricole des coteaux enfrichés pour la production locale. Et là, j'ai un souvenir, disons, de ce qui s'est passé au SCOT. Ce sont les fameuses, disons, parcelles impactées par l'INAO, qui ont été déclarées, disons, dévolues à la viticulture. Et qui ont eu un contre-coup pour les écritures de PLU des communes où il y avait des anciennes lignes, dont Vermonton, des zones AV, c'est-à-dire des zones agricoles qui étaient réservées à l'exploitation viticole. Et ça, c'était à la parcelle. Le SCOT n'a pas voulu la déroger, c'était les seules obligations, c'était les seules contraintes qui étaient faites à la parcelle. Moi, j'ai bien peur que l'on voit ressurgir ce serpent de mer, là, il se cache, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il a été mis en œuvre, on ne sait pas quels ont été les demandeurs, et on voit arriver, disons, une zone INAO sortie de nulle part, et qui, imaginez le lotissement à Soulas, qui est construit, c'est-à-dire chemin des Parcieros, c'est le plus important de Soulas, chemin des Parcieros, chemin des Terres, etc. C'était pour la prévision, c'était compris en zone AB. Bon. Là, on leur a dit, mais attendez, c'est du n'importe quoi. Là, les lignes, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a plus, et elles ne reviendront plus. La bonne raison, c'est qu'il y a des maisons. Et donc, ils ont découpé, ils ont fait le pourtour des maisons qui étaient construites, ils les ont mis en zone U, mais les terrains qui n'étaient pas construits, ils les ont laissés en zone AB. Voilà. Ça, c'est phénoménal, quand même. Et après, on va nous parler de dents creuses. Là, vous dire, c'est des dents creuses et les terrains qui ne sont pas construits à la périphérie du lotissement des Parcieros ne seront jamais construits. Bon, alors, c'est pour ça. C'est le chemin entre deux maisons qui fait 2 mètres de large. Voilà, c'est ça, non, mais c'est sûr. Voilà où on en est. Donc, alors évidemment, préserver, disons, les viticulteurs qui veulent se réinstaller sur la commune, il y en a. Les Japonais qui cherchent des. Ils ont 80 ans. Non, mais il y a un viticulteur notamment qui
qui est basé à Coran, qui cherche des lignes à acheter, etc., etc. Bon, évidemment, c'est très bien, bravo, bonne initiative. Mais enfin, des lignes qui sont arrachées, depuis, les lignes sont arrachées depuis 20, 30 ans, peut-être plus, conserver, disons, cette zone-là, parce qu'à un moment donné, l'INAO a dit, ça c'est, il y a un bon terroir, ça c'est propice à la vigne et au bon vin entre guillemets, donc c'est formidable. C'est formidable. Donc il faut quand même, disons, présager le pire et leur demander quand même des explications et dire que, par exemple, favoriser la reconquête agricole de coteaux en friché pour la production locale, est-ce que ça passe par le respect de façon vraiment point par point des périmètres définis par l'INAO. Alors, il faut savoir que dans le cadre du SCOT, puisque j'ai participé à la construction du SCOT, ça nous est arrivé, comme nous disait Gérard Messer, ça nous est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et il n'y a pas été question à aucun moment de pouvoir, disons, le modifier. La première présentation du SCOT, justement, a été revue à cause de ça, une partie à cause de ça, il y a eu Chamalières pour le contournement du boulevard, mais disons que du coup l'État a s'est remis au travail et là par contre a fait une délimitation, comme le disait Gérard, à la parcelle. On n'a jamais pu avoir aucune information de comment ça avait été mis dans le SCOT et on n'a jamais eu aucune délibération où les communes se sont prononcées par rapport à ça, puisqu'à l'époque c'était le SDO et dans le SDO ça ne s'apparaissait pas, ça apparu sur le SCOT, puisque INAO se trouve du côté de, comme je dis à chaque fois, d'Orléans ou quelque chose comme ça. Et des agriculteurs sont montés, ou des agriculteurs qui avaient des terrains et qui voulaient les rendre constructibles, sont montés, disons, au créneau, et ils n'ont pas obtenu aucune satisfaction. Il y a une mainmise sur ces parcelles, on ne sait pas pourquoi, et aucune commune n'a délibéré. On avait demandé avec les Martres à l'époque à pouvoir, disons, avoir une réflexion sur le sujet et de pouvoir les communes délibérer ou pas délibérer, puisque ceci était, on va dire, mis d'autorité en parcelle. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Et là récemment, donc, dans le cadre du PLUI, j'ai posé la question de manière à ce que ça soit remis sur le tapis, de savoir exactement ce qu'il en était et que les communes se positionnent en fonction de leur territoire. Et aujourd'hui, c'est pas de dernière du temps. Voilà. Mais le préfet doit intervenir dans le sens où les maires et les communes le demandent. Parce qu'il y a une logique. Non, le préfet n'a jamais voulu, disons, le Grand Clermont, c'est-à-dire à l'époque l'agence d'urbanisme qui était mandatée dans ce travail-là, n'a jamais obtenu une information complète. Et l'INAO n'a pas voulu ils ont bien voulu, et encore ils se sont étirés l'oreille, ils ont bien voulu sortir de leur zone INAO. Les construire. Les zones construites. Vous n'allez quand même pas faire détruire les maisons. Non, il est quand même dommageable que ce soit la parcelle, qu'il y ait des secteurs définis, oui, mais que ce soit la parcelle, c'est... Non, mais je suis d'accord. Après, moi, je suis pas sûr que la phrase que tu as lue. Non, je suis pas sûr que. Ça s'applique exactement, disons, à une zone réservée à. Ou à des cultures de coteaux, il n'y a pas que de la vigne. Ah oui, c'est. Parce qu'on a des communes dans le département qui ont fait de la reconquête justement de coteaux comme ça qui étaient enfrichés et qui étaient par installation de CGP, de choses comme ça. Mais c'est pas contre ça, ça veut dire que c'est le problème, disons, de la zone INAO, ça s'applique exactement à ça. Et on peut nous rétorquer, dire quand on va dire, ouais, mais attendez, là, vous voyez, de la vigne, il y a 50 ans qu'il n'y en a plus, c'est pas dans un corridor écologique, ce n'est pas une coulée verte, ce n'est pas une. Donc, est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut, disons, ôter ces zones AV, ces zones prescrites et interdites de construire parce que on risque de s'entendre rétorquer? Non, 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 parce que dans votre PADD, vous avez écrit qu'il fallait favoriser la reconquête agricole des coteaux enfrichés. Or, les coteaux enfrichés, c'est les coteaux qui sont sur la place. Ça, c'est la zone AV. Non, mais c'est ça. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Sinon, une démarche est entreprise. Que ça nous ôte une possibilité de les faire sauter si on a... Voilà, tout à fait. Ça ne bloque pas le système. C'est bien pour ça qu'on a reposé la question. Je sais pas ce il faut qu'il le formule autrement, ou alors qu'il y ait quelque chose de précis au niveau des zones INAO. Et puis que les communes se positionnent elles-mêmes. Et ça, Pourquoi c'est le droit du sol. Pourquoi également ne pas faire des zones où à une époque il y a eu peut-être pas trop sur notre territoire, mais les territoires un petit peu plus hauts sur le Mont d'Ardenne, où il y a eu des déboisements sans reboisement derrière. Pourquoi ne pas mettre ces zones-là où ça a été déboisé en zones qui seront, disons, dévolues simplement au boisement? Et en principe, on ne pourrait faire que ça. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi la ligne et pas le bois c'est ce que je suis en train de regarder justement théoriquement. Parce que sur le territoire, apparemment, il n'y a que la ligne qui est en AOC AOP. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, c'était un peu calmé l'INAO par un moment, il commençait un petit peu à réfléchir. Puis boum, ils ont eu de nouveau une montée de fièvre quand le code d'Auvergne a été déclaré AOC. Parce qu'ils font la même chose pour les parcelles, pour le Saint-Nectaire dans la région de Saint-Nectaire, pour la fourme d'Ambert dans la région d'Ambert. Enfin, Ils empêchent de construire oui. pour la fourme d'Ambert? Oui. Ah bon? Oui, il y a des zones qui sont réservées. Oui, mais les communes se positionnent, non? Ça, je ne peux pas t'en dire. Mais c'est ça, le problème, c'est que ça soit. Il n'y a aucune délibération de communes qui ont été mises dans les zones INAO, sur tout le territoire qui était à l'époque de Jean-Louis Vadel. Voilà. Tu t'es terminé? Bon. Donc, comme disait Gérard, pour ma part, moi, ce PLUI me chagrine un peu, mais c'est comme ça, dans le sens où il existe un SCOT qui est recopié dans le cadre d'un PLUI, d'autres plus correspond au PLUI, ça n'entérine rien du tout, ça ne pose aucun problème particulier, et ça me chagrine quand même un peu. Bon, voilà, ça c'est mon point de vue, ce qui n'empêche que maintenant il nous est demandé de prendre acte de la présentation des orientations générales du PADD, puis de la tenue de débat sur ces orientations générales. S'il n'y a pas d'autres interventions. On était dans la commission d'urbanisme, il y a deux autres questions qui avaient été abordées. Donc il y avait une construction d'un logement sur une zone réservée, on avait ajourné cette question. Je suppose qu'on sera dans la prochaine commission d'urbanisme. Et la deuxième question, est-ce qu'on a déjà donné une réponse au pétitionnaire ou pas? Je ne sais pas. Attendez, vous parlez de quoi là? La construction qui était prévue sur la zone réservée. Ah non, je n'ai pas répondu au pétitionnaire pour l'instant. Et la deuxième, c'était effectivement une modification suite à dans le lotissement où en fait on avait demandé des emplacements de stationnement supplémentaires. Est-ce que ça a été obtenu ou pas? Alors attendez, quel c'était déjà? Le panier. Sur le... Oui. Alors, voilà, je vais avoir un rendez-vous, la date est arrêtée du rendez-vous pour nous donner un nouvel aménagement. Donc, sitôt qu'on aura ce nouvel aménagement, je le passerai à M. Gérard Vesser dans le cadre d'une commission d'urbanisme, de manière à ce qu'il y ait une réflexion. Mais par contre, suite à la réflexion, j'ai bien demandé à ce que soit arrêté le projet pour le moment et voir s'il y a des possibilités d'obtenir des places supplémentaires si poursuivi dans le même projet. Voilà. Mais ça vient. Il y a une date qui est retenue. Elle n'est pas vieille, elle est d'hier. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de voter. Il y a un point. Oui. Ah oui. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Bon, l'ordre du jour étant épuisé, questions diverses, mais par contre questions subsidiaires,
subvention de 500 € ainsi que patrimoine. Oui, voilà, c'est dans le cadre de demande de subventions exceptionnelles. On a eu plusieurs demandes. Certaines, bon, la commission associative ne s'est pas prononcée parce qu'on manquait d'éléments. Le courrier aura été envoyé. Mais par contre, il y avait la demande de Cité Patrimoine. C'est une demande de remboursement pour les frais qui avaient été engagés pour vérifier l'exposition qui avait été réalisée pour la commémoration du centenaire. Donc c'était une demande de 478 € qu'on a arrondi à 500 €. Je pense pas que ça appelle des réponses, des questions. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Adopté. Questions diverses? Bien, la séance est levée à 22h12 et maintenant je vous invite à passer de l'autre côté. Mais avant, il faut être sage, il faut signer. Alors je répète, ceux qui sont en grisé ne signent pas et il y a une